Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce fil d'information sur 2EF-TV. Voici les titres. Plus de 1000 établissements sanitaires privés dans le collimateur du gouvernement ivoirien. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 6 décembre, le gouvernement a annoncé la fermeture prochaine de ces structures sanitaires. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et cette période, force est de le constater, rime malheureusement avec une hausse des accidents de la route. Comment les éviter pour ces fêtes qui arrivent? Les populations d'Abidjan se prononcent. Et au Proche-Orient, pas de répit pour le mouvement du Hamas. L'armée israélienne poursuit ses opérations terrestres dans le sud de la bande de Gaza et notamment à Khan Younes. L'ONU tire la sonnette d'alarme. 1022 structures sanitaires privées dans le viseur du gouvernement ivoirien. Ce mercredi 6 décembre, le Conseil des ministres a annoncé la fermeture prochaine de ces établissements sanitaires jugés illégaux. Le point dans cet élément de la rédaction. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 décembre a adopté une décision importante dans la réglementation de l'exercice des structures sanitaires sur le territoire national. Le gouvernement a statué sur la fermeture de 1022 structures privées qui existent illégalement sans aucun agrément. En effet, sur un total de 1464 structures privées, seulement 344 sont dans les normes réglementaires. 99 ont un agrément provisoire et 1022 exercent sans document administratif selon le rapport du Conseil national des droits de l'homme publié en 2022. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'évertuera à fermer ces espaces non conventionnels au fur et à mesure, d'autant plus qu'elles ont été déjà répertoriées et identifiées afin de mettre un terme à l'exercice de ces personnes n'ayant parfois même pas les compétences requises pour la fonction, selon le ministre Pierre Demba. Sur la question, la rue abidjanaise affiche une position mitigée, d'autant plus que le service de santé publique souffre cruellement d'équipements adaptés, puis le désert médical est scabreux en Côte d'Ivoire. Concernant la question que vous me posez sur la fermeture de certaines cliniques qui sont un peu dégradées par l'État pour pouvoir améliorer le secteur de la santé, tout ça, je pense que c'est une belle initiative en premier lieu. Mais il y a un problème au fait. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le même train de vie. Le train de rendement aussi, il participe aussi. Je prends l'exemple des personnes qui veulent aller à l'hôpital se soigner. L'État avait décrété que l'hôpital était gratuit, l'accouchement était gratuit. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais quand tu vas à l'hôpital, et réellement dit, en toute honnêteté, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas une gratuité. À l'accouchement, on dit gratuit, mais ce n'est pas une gratuité. Les kits, quand on dit que c'était gratuit, tu payes. Voilà. Moi-même, j'ai été victime de cela. Ma femme a accouché, elle n'a pas acheté gratuitement. Mais par là aussi, il y a les personnes qui usent de cela pour faire des cliniques anarchiques qui ne sont pas dans les normes. Je pense que si on fait les recensements qui ont les normes, on peut pas les cliniques qui ont les normes, qui sont dans les normes, on peut réduire ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? À fermer les cliniques qui ne sont pas les normes. Si on ferme les cliniques, ça pourra mener ces médecins-là, puisqu'ils n'ont pas, ces médecins qui créent ces différentes cliniques-là, puisqu'ils n'ont pas d'autres alternatives qu'à travailler dans les hôpitaux de l'État, ils seront obligés de le faire. Je pense qu'au sujet de fermer les cliniques, ce n'est pas ce qu'il y a d'important. Le plus important, je le dis toujours, il faut que les gens apprennent à respecter ce pourquoi ils travaillent. Et un médecin ou une sage-femme doit d'abord savoir ce pourquoi il est là-bas. Il est bon de privilégier les hommes, les malades. Certes, le gouvernement a consacré un peu plus de 691 milliards de francs CFA au secteur de la santé au titre du budget 2023, mais ces efforts se trouvent encore insuffisants pour répondre aux défis en cours. Accidents sur les routes, les craintes d'une résurgence du phénomène à l'occasion des fêtes de fin d'année obsèdent les Ivoiriens. 20% des accidents de la route en Côte d'Ivoire se produisent en fin d'année. Les populations se prononcent dans cet élément. De ces fêtes de fin d'année, les populations affluent dans les centres commerciaux, dans les marchés, partout où l'on peut trouver des marchandises pour faire leurs courses afin d'offrir de belles fêtes à leurs familles.
Entre précipitation et insouciance, naît très vite l'incivisme et par ricochet l'insécurité routière. Autant de mauvaises attitudes qui conduisent à une multiplication des accidents de route. Selon le Conseil national de la sécurité routière, 68% des accidents de route ont eu lieu à Abidjan. Que pensent les populations de cette situation alarmante et quelle attitude adopter pour préserver des vies? Nos reporters ont promené leur micro dans les rues d'Abidjan. Concernant les chauffeurs des barras là, enfin les choses ont changé, ce n'est plus comme avant. Surtout même les nouveaux barras qui sont arrivés maintenant là, le comportement a changé avec les anciens barras. On ne peut pas avoir 100%, bon, il y a plein qui sont changés parmi les chauffeurs des barras. Parfait. Avant là, nos parents là, quand ils nous parlent de permis comme ça, c'est pas facile à faire. Mais maintenant quand tu t'en vas, tu connais pas. Papier là même, souvent ils n'ont même pas papier, sauf c'est là. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps d'aller à l'auto-école. Voilà, suivre les cours correctement. Celui qui a un permis, il vient, il conduit. Ce qui crée l'incivisme routier, les chauffeurs de véhicules n'acquièrent pas leur permis de façon légale. Voilà, il y a certains qui n'ont pas le niveau de conduite, mais qui passent par des moyens pour pouvoir se procurer des permis. Et si l'État pouvait régler ce problème, je pense que les accidents pourraient diminuer. Moi, je peux dire qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent les chauffeurs à se comporter très mal. Tout d'abord, nous tendons vers la fin d'année, ils sont en quête d'argent. Voilà. Tout le monde est pressé, comment faire pour avoir des gains, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, au quotidien, tout ça là. Et puis la rentabilité, la demande est forte. Donc quand la demande est forte, ils veulent conduire rapidement pour faire assez de tout aussi, pour qu'ils puissent vraiment faire assez de gains. Puisque c'est un moment décisif, c'est-à-dire que le mois décisif où tout le monde peut faire gain à double. Donc il faut aller travailler vite, conduire vite, et puis pour avoir assez d'argent. En faisant cela, on a frein aux règles du code de route. On dépasse la limitation de vitesse, on conduit mal d'abord de 1. De 3 encore, la vie des personnes qui sont dans la voiture sont en danger. Mais les gens ne tiennent pas compte de ça. Rappelons qu'en août 2022, un décret avait été pris pour fixer une nouvelle réglementation modifiant le décret du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Décret numéro 2022-631 du 3 août 2022. Ce décret porte sur la sensibilisation et la répression sur les voies, car la route tue. Dans la nuit du 24 au 25 novembre dernier, l'opinion publique a été secouée par l'annonce d'un crime tragique perpétré dans le quartier de Yopougon Mikao à Abidjan. Un adolescent de 17 ans qui assassinait froidement sa belle-mère et sa tante. Quelques jours plus tard, la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, s'est personnellement rendue au domicile de la famille éplorée pour y apporter la compassion du gouvernement. Le compte rendu avec la télévision ivoirienne. Voici l'ambiance qui a prévalu ce mercredi 29 novembre lors de la visite de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au domicile de la famille Zolodi qui a perdu 2 de ses membres, des dames, suite à un assassinat au quartier Mikao de Yopougon. Alertée, Miss Belmondo Dogo, accompagnée des membres de son cabinet, est venue apporter le soutien du gouvernement à la famille endeuillée. Nous sommes venus apporter la compassion du gouvernement. À sa tête, le Premier ministre Begue Mambé, dire à la famille Zolodi que le président de la République, à ses côtés le vice-président, là apporte toute la compassion. Dire à la famille Zolodi que la nation ivoirienne est très touchée par ce deuil qui les frappe. Perdre une seule personne, c'est beaucoup. On perd 2 dans une situation tragique et dramatique, c'est plus difficile. Nous sommes à leurs côtés. Pour sa part, le porte-parole de la famille n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements à l'endroit du gouvernement. Je voudrais sincèrement, au nom de la famille, au nom du chef de famille Spinvo Hirozaba et de tous ses aînés, lui dire infiniment merci. C'est vrai que c'est un événement douloureux, mais en de pareilles circonstances, une autorité, sa trempe membre du gouvernement qui vient aussitôt apporter le réconfort moral, mais aussi financier, ça nous touche et ça nous réconforte. Avant de se retirer, Miss Belmondo Dogo a offert la somme d'1 600 000 francs CFA pour faire face aux obsèques des défuntes. Elle a notamment rassuré la famille de la proximité du gouvernement. Pour rappel, le drame survenu dans la famille Zolodi fut perpétré par un jeune homme de 17 ans en classe de première, alors qu'il ne laissait transparaître aucun signe annonciateur.
Hors de nos frontières au Nigeria, l'ONU réclame l'ouverture d'une enquête transparente après la mort de 85 personnes dans le village de Tudunburi, dans l'état du Kaduna au nord-ouest du pays, suite à un tir de drone de l'armée nigériane. L'armée soutient la thèse d'un tir accidentel. Plus de précisions dans cet élément vidéo. Après la mort accidentelle d'au moins 85 personnes au nord du Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les villageois ont été tués par un drone de l'armée alors qu'ils célébraient une fête musulmane. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'armée nigériane reconnaît une erreur. J'ai moi-même évalué la situation sur le terrain afin de pouvoir déterminer le type d'enquête qui sera menée par l'armée nigériane pour éviter que ce genre d'incident malheureux ne se reproduise à l'avenir. Et aussi de regarder autour de ces communautés et même au-delà pour pouvoir déterminer le type d'opération que nous devons mener à l'avenir. Selon l'armée, le drone faisait partie d'une mission de routine et les civils auraient été confondus avec un groupe armé présent dans la région. L'armée nigériane est un organe responsable du gouvernement. Elle est prête à soutenir nos citoyens qui respectent la loi, d'autant plus que l'incident malheureux qui s'est produit dimanche est le résultat d'une erreur de la part du personnel de l'armée nigériane. Nous sommes donc prêts à prendre en charge les frais médicaux de ceux qui sont à l'hôpital et à apporter d'autres formes de soutien à l'ensemble de la communauté afin qu'elle puisse mener une vie plus digne. Aussitôt après l'annonce du drame, l'ONU a demandé une enquête approfondie et impartiale. L'armée nigériane a souvent recours aux frappes aériennes dans le nord du pays où elle lutte contre des milices et des djihadistes depuis plus de 10 ans. Un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009. En Éthiopie, 50 civils ont été tués entre le 23 et le 29 novembre dernier, suite à la reprise des combats entre les forces régulières et la rébellion de l'armée Libération de l'Oromo. La commission éthiopienne des droits de l'homme réclame que justice soit faite dans cet incident qui survenait 2 semaines après la fin des négociations entre le gouvernement et l'armée Oromo qui se sont achevées sans accord. La Commission éthiopienne des droits de l'homme dénonce des assassinats systématiques dans la région Oromia. En novembre, 50 civils ont été tués dans des attaques en Éthiopie, et ce, 2 semaines après la fin de négociations entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo. Classée organisation terroriste par Addis Abeba, l'armée de libération Oromo combat les autorités éthiopiennes depuis sa scission en 2018 avec l'historique Front de libération Oromo, quand celui-ci a renoncé à la lutte armée à l'arrivée au pouvoir de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Selon l'institution publique des droits de l'homme, statuairement indépendante, les combattants de l'armée de libération Oromo ont tué 17 personnes et incendié des villages à Benishangul-Gumuz dans le nord-ouest de l'Éthiopie. 30 autres personnes ont été tuées dans la zone d'Arsi dans l'Oromia lors d'une série d'attaques perpétrées par des assaillants non identifiés, les victimes comprenant plusieurs membres de la même famille. Toutes les attaques ont eu lieu entre le 23 et le 29 novembre, après la fin sans accord en Tanzanie de négociations entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo le 21 novembre, les 2 parties se rejetant la responsabilité. La région du peuple Oromo est minée par des violences dues aux luttes politiques internes, aux litiges territoriaux et au banditisme armé. Le conflit au Soudan qui se prolonge plus de 7 mois après son éclatement en avril dernier. Selon les États-Unis, les forces de soutien rapide de l'armée menée par le général Al-Burhan se seraient rendues coupables de crimes de guerre. Washington réitère son appel à une solution négociée. L'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR qui s'affrontent au Soudan depuis le 15 avril auraient-ils commis des crimes de guerre? C'est en tout cas ce qu'affirment les États-Unis. Washington va même plus loin et les accuse également d'être responsables de crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique.
Des actes qui, pour le département d'État américain, ne doivent pas rester impunis. Les forces armées soudanaises et les FSR doivent mettre fin à ce conflit brutal et respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Nous leur demandons de protéger les civils, de traduire en justice les responsables d'atrocités et d'autres abus, de permettre un accès humanitaire et de négocier la fin de ce conflit. Pendant trop longtemps, les belligérants ont tué, violé et attaqué des civils en toute impunité. Plusieurs tentatives de médiation, principalement par l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont abouti à des trêves qui n'ont pas été respectées. Les pourparlers de Djeddah ont échoué parce que les deux parties ont refusé à plusieurs reprises de respecter leurs engagements. Nous allons donc continuer à travailler avec nos partenaires dans la région pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, pour bien faire comprendre que les civils continuent à subir de multiples atrocités et pour essayer de continuer à travailler avec nos partenaires dans la région pour mettre fin au conflit. Récemment, des experts de l'ONU ont également fait état de violences sexuelles. En moins de 8 mois, la guerre au Soudan a fait au moins 10 000 morts et poussé plus de 6,3 millions de personnes à fuir. Guerre entre Israël et le Hamas. Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent, notamment à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, fortement touché par les opérations militaires de Tsahal depuis la fin de la trêve. Ni l'armée israélienne, ni le Hamas ne semblent être prêts à faire des concessions. Les images peuvent être difficiles à supporter. Regardons. L'armée israélienne affirme avoir encerclé la ville de Khan Younes, la plus grande ville dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins racontent que les chars et les soldats de Tsahal ont atteint le centre-ville. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce que ses troupes encerclent la maison du chef du Hamas, Yahya Sinwar. De son côté, le Hamas dit se battre violemment contre les forces d'occupation. Aucune zone de la bande de Gaza n'est préservée de la guerre. Le secrétaire général des Nations Unies s'alarme d'un prochain effondrement total de l'ordre public dans l'enclave palestinienne. Pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l'ONU il y a 7 ans, Antonio Guterres a invoqué l'article 99 de la Charte, article pour attirer l'attention du Conseil sur un dossier particulièrement grave. À Gaza, les hôpitaux sont débordés et ne fournissent que des soins rudimentaires. D'après le Hamas, plus de 1200 Palestiniens ont été tués depuis la fin du cessez-le-feu il y a 6 jours. Les 2 tiers des morts sont des femmes et des enfants. Le gouvernement israélien a donné son accord pour une livraison minimale de carburant ce jeudi. La quantité sera déterminée au fur et à mesure en fonction de la situation humanitaire. D'après les Nations Unies, 1 800 000 habitants de la bande de Gaza ont abandonné leur maison et fui, parfois plusieurs fois. C'est 80% de la population gazaoui. On change de registre pour parler de culture. Le géant italien de fabrication de pneus, Pirelli, a confié la confection de son calendrier 2024 à l'artiste ghanéen Prince Ghiazi de 28 ans. L'œuvre, vous la verrez, est directement inspirée de la culture traditionnelle ghanéenne, tout simplement originale. Pour sa 50e édition, Pirelli a confié la confection de son calendrier 2024 à l'artiste ghanéen Prince Ghiazi, une consécration pour cet artiste visuel de 28 ans qui, pour réaliser son œuvre, a décidé de rendre hommage à son héritage. Je suis né et j'ai grandi au Ghana. Donc si je raconte une histoire, je la raconterai avec la perspective ghanéenne. Mais aussi j'ai été beaucoup influencé par des films, de la musique, des choses qui viennent de différents endroits, de différents groupes ethniques et de différentes générations et de différents pays. C'est ce qui fait de vous un artiste. Votre capacité à capter différentes influences, cultures et traditions, les rassembler et en faire ce que vous souhaitez. Le calendrier s'intitule Timeless, a été conçu entre Londres et Accra. L'artiste a minutieusement choisi les personnes qui l'inspirent depuis sa tendre enfance. Pour lui, elles sont des icônes intemporelles.
En fin de compte, je raconte cette histoire, mais d'autres personnes peuvent s'y identifier. Tout le monde comprend le mot compassion, tout le monde comprend les mots passion. Et vous comprenez l'art. Peu importe que vous venez de Chine ou du Ghana, que vous soyez d'Amérique ou du Royaume-Uni, vous savez simplement que le langage de l'art est universel. Ainsi, dans son cas, on retrouve l'écrivaine Margot Lee Chatterley, l'actrice et chanteuse nigériane Tiwa Savage, ou encore l'auteur, compositeur, interprète James Samuel. Ce dernier raconte son expérience en étant non pas celui qui tire les ficelles en coulisses, mais l'objectif du photographe Prince Jassy. Habituellement, je suis celui qui dirige tout, qui travaille avec un vaste éventail de talents et dirige et dit à tout le monde ce qu'ils doivent faire. C'était vraiment libérateur de s'émanciper, d'abandonner cette vision des choses, juste s'abandonner au projet de quelqu'un d'autre. Des stars du cinéma comme Angela Bassett et Idriss Elba, la poétesse américaine Armanda Gorman ou la mannequin Naomi Campbell ont accompagné l'artiste ghanéen dans son voyage. Cannes 2024, dans exactement moins d'un mois, s'ouvre à Abidjan la 34e édition de la Cannes. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, les structures en charge de l'organisation de l'événement se disent prêtes à tous les niveaux pour faire de cette compétition une réussite mémorable. C'est un reportage signé Africa News. Une fois qu'on aura offert cette Cannes, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit « Abidjan est doux ». C'est universel. Et donc, nous allons faire en sorte que tous les étrangers apprécient. Ça, c'est au plan organisationnel. Nous avons eu, pendant à peu près une quinzaine d'années, nous n'avions plus de stade en Côte d'Ivoire. Nous étions obligés d'aller jouer à l'extérieur pour les matchs de la Côte d'Ivoire. Le président a compris qu'il était important d'offrir à sa jeunesse un environnement et des conditions d'épanouissement. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur 2EF TV.